Merci, les Évidemment, il faut faire attention avant de se réjouir trop vite. On peut dire quand même que les données des derniers jours sont encourageantes. On a vu le nombre de cas, là, si on regarde sur quelques jours, en tenant compte évidemment du nombre de tests qui varie d'une journée à l'autre. On est, depuis une semaine, passé d'à peu près 2500 nouveaux cas par jour à 2000 à peu près nouveaux cas par jour. Quand on regarde les cas actifs au cumulatif, on est passé de 24 000 cas cumulatifs là, qui sont encore actifs au Québec à hier 19 000 cas actifs au Québec. Évidemment, il faut être prudent. Il s'agit d'une semaine, mais il semble que quand même les efforts que vous faites, les Québécois, commencent à payer. On peut penser, entre autres, au couvre-feu. Je pense que le soir, évidemment, en évitant d'aller visiter, entre autres, des personnes de 65 ans dans des maisons, ça a diminué le nombre de cas. Donc, c'est encourageant, mais il ne faut pas arrêter les efforts. Évidemment, vous voyez que le nombre d'hospitalisations, quand même, se maintient. Donc, cette baisse-là du nombre de cas, si elle se poursuit dans les prochaines semaines, va éventuellement amener une baisse des hospitalisations, mais on n'est pas là. Et puis, je le répète, encore une fois, puis je pense que, comme je le disais, ça a commencé à payer. Les Québécois font de plus en plus attention aux personnes de 65 ans et plus. Je le répète, 80% des hospitalisations, ce sont des personnes de 65 ans et plus, puis 95% des décès, ce sont des personnes de 75 ans et plus. Donc, nos efforts doivent se faire exactement à cet endroit-là. Pourquoi on doit faire des efforts? Je pense que c'est important de le répéter. Il y a au moins 3 bonnes raisons pour faire des efforts. D'abord, sauver des vies en particulier chez les gens de 65 ans et plus. Deuxièmement, nous permettre d'avoir une certaine marge de manœuvre pour garder nos écoles ouvertes. Vous ne pouvez pas savoir comment ça me fait plaisir hier de voir les images des enfants du secondaire retrouver leurs amis, leurs profs, retourner à l'école. C'est certain que en retournant les enfants à l'école, je l'ai déjà dit, c'est un risque qu'on prend, il va y avoir plus de contagion. Il va effectivement être nécessaire de fermer des classes. Au printemps, on s'est rendu jusqu'à peu près 3-4% des classes. Mais il reste que si on réussit à maintenir la majorité des enfants à l'école, ben c'est une bonne nouvelle, même si c'est peut-être moins bon pour la contagion. Puis je veux peut-être en profiter pour dire un mot aux parents. Je comprends qu'il y a des parents qui soient inquiets, mais je vous le dis, quand on regarde la balance des inconvénients, oui, il y a des risques minimes de conséquences pour les enfants. C'est beaucoup plus grave, éventuellement, s'ils transmettent ça à leurs parents ou à leurs grands-parents. Mais pour les enfants, il y a des risques minimes. Mais il faut comprendre que les risques sont beaucoup plus grands. En tout cas, c'est ce que je pense. Si on garde les enfants à la maison, si on les empêche d'apprendre, empêche d'avoir une vie sociale, de voir leurs amis. Donc, je continue à penser que les efforts qu'on fait, oui, ça sauve des vies, mais ça nous permet aussi d'avoir cette marge de manœuvre qu'on espère garder pour garder nos écoles ouvertes. L'autre raison pourquoi c'est important de continuer à faire des efforts, bien sûr, c'est pour sauver notre réseau de la santé. Dr. O'Patterney est avec nous aujourd'hui s'il y en a qui ont des questions sur la situation des hôpitaux, mais je peux vous dire, la situation reste très critique dans les hôpitaux. Et oui, on arrive à bien soigner les gens qui ont la COVID-19, mais il y a des interventions, des chirurgies qui sont reportées.
Puis on connaît beaucoup, je pense qu'on en connaît tous, des personnes qui attendent pour une chirurgie, qui se voient reporter de mois en mois leur chirurgie. Je comprends que ça peut être angoissant. C'est pour ces personnes-là qu'on doit faire des efforts, mais c'est aussi pour ceux qui travaillent dans le réseau de la santé. Ça fait 11 mois là, qu'on a des personnes, infirmières, médecins et autres personnels qui sont au front jour après jour. C'est dur. C'est très, très dur. Puis, s'il vous plaît, ayez un peu de compassion là, avant de décider d'aller faire un party dans une maison. Là, pensez à ces personnes-là qui font des efforts. Parlant de faire des efforts, je veux aujourd'hui soulever un point qui, pour moi, devient de plus en plus important, de plus en plus inquiétant pour moi. On en a parlé avec le gouvernement fédéral, mais on se rend compte qu'il y a des personnes qui reviennent de voyage à l'international avec le virus. Et je ne voudrais pas qu'on revive ce qu'on a vécu après le congé scolaire au mois de mars. Et je continue à ne pas comprendre qu'une personne décide d'aller à Punta Cana ou à Cancun dans un tout inclus avec la situation qu'on vit au Québec, risquer de ramener le virus ici et se retrouver à engorger nos hôpitaux, j'avoue que je ne comprends pas. Je pense qu'il est temps d'agir. Donc aujourd'hui, je demande à M. Trudeau, gouvernement fédéral, d'interdire rapidement tous les vols internationaux qui sont non essentiels. On pourra discuter de qu'est-ce qui est un vol essentiel, qu'est-ce qui n'est pas essentiel, mais c'est certain que pour moi, là, quelqu'un qui va en vacances dans le Sud, dans un tout inclus, là, c'est pas essentiel. Donc, je pense qu'il faut mettre ça en place, puis il faut le faire d'autant plus qu'on a actuellement des inquiétudes du côté de la santé publique avec les nouvelles souches. Encore un autre cas qu'on a découvert au cours des dernières heures, qui vient du Royaume-Uni. Bien, vous l'avez vu, ce qui est arrivé en Angleterre. Il y a la souche là, qu'on appelle B117, qui est plus contagieuse. Ça fait exploser le nombre de nouveaux cas. Puis si vous suivez la situation en Angleterre, là, c'est la catastrophe dans les hôpitaux. Il y a aussi une nouvelle souche qui vient du Brésil. Il semble que c'est cette souche-là qui a été importée au Portugal. Il y a aussi une nouvelle souche qui vient d'Afrique du Sud. Donc, la santé publique suit ça de très près pour agir rapidement. Mais évidemment, quand on a des gens qui arrivent de l'international, qui ont rencontré d'autres gens, qui ont été à d'autres endroits à l'international, on multiplie les chances de faire entrer ces souches-là. Donc, je pense que pour un certain temps, au moins jusqu'à temps que les personnes vulnérables soient toutes vaccinées, je pense qu'il faut rapidement interdire les vols internationaux. J'en ai parlé en privé, on en a parlé en privé avec le gouvernement fédéral, mais là, il est le temps d'agir. Je comprends que M. Trudeau dit comme nous que c'est pas idéal, mais là, on n'est plus dans des souhaits, on n'est plus à allumer des lampions. Là, on est vraiment à l'étape d'agir. Puis en attendant que M. Trudeau prenne sa décision, c'est important que le gouvernement fédéral en fasse plus pour le suivi des quarantaines. On a tous vu des cas où des gens sont revenus, c'est des appels automatisés. C'est pas comme ça qu'on va s'assurer que les gens qui reviennent de voyage restent à la maison pour une quarantaine. Un autre sujet dont je veux parler aujourd'hui, c'est les tests. Bon, vous savez, au Québec, on a une capacité de 40 000 tests réguliers. Il y a des journées qu'on en fait proche de 40 000, 35-40 000. Les fins de semaine, on manque de clients, donc on en fait plus 20-25 000. Mais je veux qu'on est tous d'accord. Il n'y a pas deux écoles de pensée. On est tous d'accord pour dire plus on fait de tests, mieux c'est. Parce que plus on détecte rapidement, plus on peut isoler rapidement les personnes qui ont le virus,
bien, plus ça limite la contagion. Bon, puis il y a des tests réguliers, puis il y a des tests rapides. Et puis avec la santé publique, on voit là qu'est-ce qui est approprié à quel endroit. Puis on travaille actuellement à augmenter le nombre de tests, que ce soit des tests réguliers ou des tests rapides. Mais là, on a vu, je le disais tantôt, le nombre de cas actifs est passé de 24 000 à 19 000, mais il y a un problème qui persiste dans certains quartiers de Montréal. C'est là qu'on veut agir, là. Cliniques mobiles, peut-être des tests aléatoires rapides dans les écoles, ailleurs, dans les cliniques. Mais il y a 4 quartiers à Montréal où on a plus que 450 cas actifs par 100 000 habitants. C'est le seul endroit dans tout le Québec où on a plus de 450 cas actifs par 100 000 habitants. Donc, c'est Saint-Léonard-Saint-Michel, Huntsic, Montréal-Nord, nord de l'île Saint-Laurent et Rivière-des-Prairies, Anjou, Montréal-Est. Donc, première chose que je demande, évidemment, c'est à toutes les personnes qui habitent ces 4 quartiers-là, c'est encore plus important, si vous avez des symptômes, d'aller vous faire tester. Puis c'est possible dans les prochains jours qu'on demande à vous tester, là, même si vous n'avez pas de symptômes, avec des tests rapides ou des tests réguliers, parce qu'il y a vraiment beaucoup de cas dans ces 4 quartiers-là. Et donc, on est content de voir que dans le reste du Québec, la situation semble s'améliorer, mais il reste un problème dans ces 4 quartiers. Bon, un autre sujet que je veux vous parler aujourd'hui, c'est toute la question de la transparence. Bon. Je veux répéter un peu ce que j'ai dit depuis le début, depuis 11 mois. Nous, on reçoit des recommandations de la santé publique, mais c'est jamais noir ou blanc. Pour réduire le nombre de contacts, il y a plusieurs façons d'y arriver. Donc, c'est surtout des discussions qu'on a ensemble pour voir est-ce que telle ou telle mesure serait plus facilement applicable puis donner les mêmes résultats. Donc, c'est important, là, puis il n'y a pas de guide d'instruction. Donc, c'est historique, c'est unique la situation. Je pense que la santé publique fait son possible. On fait au gouvernement notre possible pour prendre les meilleures décisions pour l'ensemble des Québécois, en mettant dans la balance, oui, la santé physique, la santé mentale, l'économie, etc., etc. Mais là, il y a des gens qui laissent entendre qu'on cache des choses. D'abord, c'est pas dans mon caractère, là. Puis, j'ai demandé au docteur Arruda que toutes les recommandations qui ont été faites par écrit, qu'elles soient rendues publiques. Je pense qu'on n'a rien à cacher. Puis s'il y a des gens qui pensent découvrir des complots là-dedans, bien, il n'y en a pas de complot, mais on va les rendre publics parce que, pour moi, c'est important qu'on soit transparent. Puis depuis le début de la pandémie, j'ai demandé que le plus d'informations possible soient données aux Québécois pour qu'ils puissent juger des décisions que je prends. Puis encore une fois, on n'est pas parfait, puis on s'ajuste au fur et à mesure de l'évolution de la contagion, au fur et à mesure aussi de l'évolution des connaissances dans le monde. Je pense que bien du monde ici à la table, les 4, qui lisent beaucoup ce qui se fait ailleurs dans le monde, puis on essaye de faire ce qu'il y a de mieux pour le Québec, mais je ne voudrais pas qu'il y ait des Québécois qui pensent qu'on prend des décisions en cachette puis qu'on cache des choses. C'est pas le cas. Je termine sur une note d'espoir, la vaccination. Bon. Il y a les bonnes puis les mauvaises nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est qu'on est rendu à plus de 80 des résidents de CHSLD qui sont vaccinés. Puis on devrait terminer cette semaine toute la vaccination des résidents dans les CHSLD. Les travailleurs de la santé, travailleuses de la santé, on est rendu à plus de 100 000. Puis là, on devrait, d'ici une dizaine de jours, commencer dans les RPA, là, donc les résidences pour aînés. Évidemment, a fallu revoir notre plan suite, malheureusement, à la diminution des doses qu'on devait recevoir dans les prochaines semaines. On a fait un nouveau plan pour s'ajuster.
Évidemment, ce qu'on souhaite, nous autres, on l'a déjà dit, c'est d'en recevoir 3-4 fois plus que ce qu'on reçoit actuellement. On est prêt à vacciner au moins 250 000 personnes par semaine. Donc, j'espère que le gouvernement fédéral va réussir ses négociations avec les différentes entreprises pharmaceutiques pour accélérer la livraison des vaccins. Puis je vais vous dire, concernant les vaccins, d'abord, sont sécuritaires, sont efficaces. Donc, moi, je vais me faire vacciner quand on va arriver à mon âge et je vais suivre l'ordre de priorité, mais je veux vous dire quand même que moi, j'ai hâte de me faire vacciner. Et peut-être un mot sur la question de la deuxième dose. Écoutez, encore là, moi, j'ai confiance aux scientifiques qui nous disent que pour le bien commun de l'ensemble des personnes vulnérables au Québec, c'est mieux d'en vacciner plus une dose que d'en vacciner moins 2 doses. Pour un certain temps. On va suivre l'immunité, mais juste vous dire que moi, je fais confiance à ça, puis je trouve que ça a bien du bon sens qu'on est mieux de protéger en grande partie plus de monde que de protéger parfaitement moins de monde. Il me semble que pour une société, c'est ce qu'il y a de mieux. Puis on n'a pas les mêmes priorités que les compagnies pharmaceutiques qui veulent prouver que leur produit est efficace. Donc, je termine en vous disant merci encore une fois. Merci aux Québécois. Vous voyez que les efforts que vous avez faits au cours des dernières semaines, au cours des derniers jours, commencent à payer. Donc, on va être capable de sauver des vies, c'est pas rien. On va être capable de garder nos enfants, on l'espère, à l'école, puis on va être capable de recommencer là, à accélérer les chirurgies pour enfin réduire nos délais d'attente. Donc, je veux remercier tout le monde. Good afternoon. Bonjour à chacun, chacune. Nous avons constaté qu'il y a des signes encourageants depuis quelques jours. Il y a une baisse dans le nombre de nouvelles infections et cela montre que vos efforts visant à réduire nos contacts commencent à porter fruit. J'aimerais vous remercier qui suivez les règles. Il nous faut continuer ces efforts dans les semaines à venir. Il nous faut polariser tous nos efforts sur la réduction des contacts, surtout avec les gens qui ont plus de 65 ans. Il faut faire des efforts pour sauver des vies, faire des efforts afin que nos enfants puissent continuer d'aller à l'école. Et il nous faut également faire des efforts afin de sauver notre système de santé. La situation demeure critique en milieu hospitalier. Je suis fortement préoccupé de voir des gens qui reviennent de l'étranger avec le virus. C'est pourquoi je demande à Ottawa d'interdire tous les vols et les déplacements internationaux non essentiels. Le gouvernement fédéral doit mieux contrôler la quarantaine. Et cela devient encore plus urgent avec les nouvelles souches du virus qui sont plus contagieuses, comme on pense à ces souches qui viennent du Royaume-Uni ou de l'Afrique du Sud ou encore du Brésil. Nous voulons augmenter le dépistage dans 4 régions où il y a des cas plus actifs. Saint-Léonard-Saint-Michel, Ahuntsic, Montréal-Nord, le nord de l'île Saint-Laurent et Rivière-des-Prairies, Anjou, Montréal-Est. J'aimerais conclure avec une note d'espoir. Hier, on a inoculé 80% des résidents dans les CHSLD. Nous avons également inoculé plus de 100 000 travailleuses et travailleurs de la santé et nous devrions commencer les résidences pour les retraités d'ici 10 jours. Les vaccins sont très sécuritaires et très efficaces pour nous protéger de la COVID. Alors, merci de tous vos efforts. Ministre, donc on va passer à la période de questions. On a des journalistes qui sont présents ici dans la salle. Il y en a d'autres qui sont aussi présents virtuellement. À celles et ceux qui sont en ligne, veuillez s'il vous plaît lever votre main sur l'application.
On va prendre une sous-question par journaliste. On va débuter les questions en français des gens qui sont ici dans la salle. On va débuter avec Ariane Lacourcière de La Presse. Monsieur Legault, on comprend là, que vous êtes un peu impatient. Vous avez hâte que les voyageurs à l'étranger pour le plaisir soient arrêtés. Mais on entend des fois dire que c'est un droit constitutionnel de pouvoir voyager. C'est quoi la solution? Comment on peut concrètement interdire ces voyages-là? Bien, d'abord, on l'a fait au printemps. Évidemment, ça prend une situation exceptionnelle. On vit actuellement une situation qui est exceptionnelle. Bon, je peux comprendre que ça pose peut-être des questions. Je donne un exemple. Quelqu'un qui a sa mère qui est sur le bord de mourir puis qui habite aux États-Unis, ben oui, c'est un cas essentiel. Mais aller dans un package, un forfait à Cancun avec des buffets puis tout ce qu'on voudra, elle va faire le party autour de la piscine, là. Je m'excuse, mais c'est pas essentiel. Puis il doit y avoir moyen, je pense que c'est possible, d'arrêter ces voyages-là. En plus, bien, on l'a fait en provenance de certains pays. On l'a fait pour un certain temps pour le Royaume-Uni. Bon, là, on nous dit qu'il y a d'autres souches, puis il y a d'autres personnes qui ont ces souches-là dans d'autres pays. Donc, moi, je suis prêt, ce qu'on a dit au gouvernement fédéral, c'est qu'on est prêt à discuter du comment sur le choix des destinations, le choix des personnes. Mais je sens là, que les Québécois sont fâchés, puis moi, je suis fâché de voir qu'on fait des efforts, puis qu'il y a des personnes qui voyagent pour le fun à l'étranger, puis qui reviennent ici avec le virus, puis qui engorgent nos hôpitaux. Puis une autre question concernant le décès hier de Raphaël Landry. La mairesse de Montréal vous a demandé aujourd'hui une exemption. Est-ce que vous comptez répondre à ça? Bon, d'abord, il va y avoir une enquête du coroner. Évidemment, j'offre aussi mes condoléances à tous ses proches. Ce qu'on comprend, c'est que le refuge qu'il y avait près de l'endroit où il est décédé était fermé parce qu'il y avait une éclosion. Ce que je comprends aussi, c'est... Moi, j'ai très confiance à nos policiers. Puis j'ai discuté là, avec Geneviève Guilbeault, qui, elle, a discuté avec les corps policiers. Je pense qu'ils font un travail extraordinaire. Puis ils font pas exprès pour donner des contraventions des itinérants. Puis il faut comprendre que si on mettait dans les règlements le fait qu'un itinérant ne peut pas recevoir de contravention, bien, n'importe qui pourrait dire, moi, je suis un itinérant, donc vous n'avez pas le droit de me donner une contravention. Je pense qu'une des forces, entre autres, de notre couvre-feu, là, si on compare avec ce qui se fait ailleurs, c'est que les policiers sont capables, après 8 heures, d'intervenir. D'ailleurs, ils ont arrêté beaucoup de parties, de rassemblements privés dans les maisons à cause, justement, du couvre-feu qui est clair. Mais moi, j'ai confiance dans les policiers. Puis je comprends pas, là, moi, je pense que, je regarde au cours des derniers jours, dernières semaines, puis même depuis le début de la pandémie, je pense que les policiers, ils ont eu du bon jugement avec les itinérants. Laissons-les continuer à travailler. On va y aller avec François Gariepi de Radio X. Bonjour à vous quatre. Concernant la date butoir du 8 février, enfin la fin du confinement hivernal, le couvre-feu aussi qui devrait venir à sa fin, est-ce qu'un retour au code de couleur est anticipé par votre gouvernement? Ça permettrait, comme par exemple en Ontario, de distinguer des zones problématiques comme vous avez énuméré aujourd'hui à Montréal, qu'on pourrait comparer par exemple à Québec ou la Côte-Nord. Donc, est-ce que ce retour-là au code de couleur est envisagé par le gouvernement? Bien, je peux sûrement commencer parce que je pense que c'est ce que tout le monde souhaite. Hein? On s'entend, le premier ministre a dit qu'il faut trouver l'équilibre en ce moment, en dire oui, il y a des bonnes nouvelles du côté du nombre de cas, mais comme vous savez, le nombre de cas, c'est uniquement le seul critère. En ce moment, on est beaucoup plus préoccupé par les hospitalisations. On suit aussi le nombre d'éclosions. Je pense qu'on a eu ces discussions-là. J'aime prendre à partie le cas de Québec. Parce que rappelez-vous comment les situations de façon régionale ont évolué. Québec, depuis quelques semaines, c'est impressionnant d'être passé de près de 300 cas par jour à quelques 100 cas par jour en ce moment. Puis on voit que la tendance est là. Il y a eu un effort très concentré dans la région par tous les intervenants. Fait que je pense que la question de revenir à des zones au bon moment, elle est toujours là, puis on le souhaite. On le souhaite. Je prends l'exemple du Saguenay aussi.
Rappelez-vous comment ça a été difficile au Saguenay pendant un certain temps, puis là, tout d'un coup, il y a eu une belle amélioration. Donc, pour une réponse très claire, oui, on voudrait y revenir, mais encore une fois, on dit qu'il est trop tôt parce que l'ensemble des conditions pour le faire ne sont pas là présentement. Mais je peux vous dire que si tout le monde travaille comme ça s'est fait à Québec, au Saguenay, puis à Montréal, c'est des îlots, hein, on s'entend bien, là, le premier ministre l'a dit. Fait qu'on essaie de travailler beaucoup plus niché en ce moment pour aller chercher ces cas-là, mais je pense qu'on va y arriver. On va y arriver. Merci de votre réponse. Peut-être un complément d'information pour M. Arruda. Concernant la souche B117, j'aimerais peut-être vous proposer l'opportunité, en fait, d'en discourir, à savoir quelles sont vos angoisses par rapport à cette souche-là qui devient la plus populaire avec un taux d'infection beaucoup plus élevé que la souche première. Est-ce que ça fait partie de vos angoisses quotidiennes, cette nouvelle souche? Bien, tout changement de souche peut entraîner des modifications dans le portrait épidémiologique. Donc oui, ça nous inquiète. Ce que cette souche-là a en particularité, c'est qu'elle est très transmissible. Bon, jusqu'à maintenant, on n'a pas nécessairement démontré qu'elle tue plus que les autres, mais par le fait qu'elle est très transmissible, bien, vous allez augmenter le nombre de cas. Au lieu d'être à 1500, 2000, vous pouvez être à 4000, 5000, 6000. Puis plus il y a de nombre de cas, bien, plus il y a de chances que des gens viennent contaminer des personnes âgées, des gens à risque, et même aussi que des jeunes adultes se retrouvent malades aux soins intensifs. Donc, c'est comme si à chaque fois que ces souches-là viennent, si elles se transmettent beaucoup, bien, ça a un impact partout sur les éclosions, sur les hospitalisations, sur les décès, etc. C'est vrai de dire que, dans le fond, là, la jonction de l'arrivée des vaccins, l'arrivée de cette nouvelle souche-là est une préoccupation pour M. Arruda. Bien, tout à fait. C'est toute la question du timing. Comme je vais vous dire, bien honnêtement, si on avait toutes les doses dont on désirait et qu'on serait capable de donner aux gens, on protégerait plus de monde, on serait moins inquiet. Mais, vous savez, les virus, ça mute. Actuellement, les virus semblent répondre au vaccin tel qu'il est présent. Mais je ne veux pas parler pour l'avenir, là. Mais on surveille ça de très près et on se donne une capacité au Québec de faire ces tests-là et de détecter les mutations potentielles. Parfait. On va passer aux questions en ligne. Donc, j'ai la première question de Alain Laforêt de TVA Nouvelles. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Monsieur le Premier ministre, ça fait 2 fois là, que vous demandez aux Québécois de ne pas voyager à l'étranger. Il y a un de vos députés, le député de Saint-Jérôme, Yuri Chassin, qui est allé à l'étranger. Il y a d'autres chefs de parti qui ont pris des mesures. Dans votre cas, silence radio. Qu'en est-il? Bon. Dans le cas de Yuri Chassin, d'abord, son conjoint qui veut immigrer, lui jugeait c'était nécessaire d'aller le voir au Pérou et il a obtenu la permission de mon directeur de cabinet. Donc, je pense que tout était fait dans l'ordre. Donc, vous considérez que c'était pour lui un voyage essentiel, comme pour aller voir quelqu'un qui est décédé dans sa famille à l'étranger? Oui. Parfait. En sous-question? Alors, en sous-question, est-ce que vous avez l'intention de prendre des mesures aussi fortes que vous l'avez fait lors de la première vague aux aéroports pour vous assurer que les gens respectent les consignes? Parce que le message de Justin Trudeau, Premier ministre canadien aujourd'hui, c'est de dire la Constitution nous empêche d'interdire les voyages à l'étranger, sauf qu'on demande aux gens de ne pas le faire. Oui. Bon, mais écoutez, d'abord, je demande officiellement pour la première fois, on l'a fait en privé, mais là, je le fais publiquement, d'interdire les voyages internationaux non essentiels. On est ouvert à discuter de la liste puis des comment on fait ça. Deuxièmement, je demande à M. Trudeau, puis ça, c'est pas la première fois, qu'on renforce les mesures pour s'assurer que les personnes qui reviennent de voyage respectent la quarantaine. Puis c'est pas suffisant de faire des appels robots. Et l'autre suggestion, quelle était-elle déjà? Est-ce qu'on peut le faire nous-mêmes? Est-ce qu'on peut le faire nous-mêmes? On est en train de regarder pour, si on n'a pas de réponse positive de la part du gouvernement fédéral, de mettre nous-mêmes en place des mesures aux aéroports au Québec. Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Est-ce que ça fonctionne, Louis? On va passer à la prochaine question. Excusez-moi, Ouais, ça va? C'est bon? Oui.
Excusez-moi, technologie. Alors, justement, quels seraient ces moyens-là, M. Legault? Comment est-ce qu'une province peut intervenir dans un champ de compétences fédérales que sont les aéroports? Comment est-ce que vous pouvez imaginer pouvoir empêcher des gens d'utiliser un service fédéral si le fédéral ne le fait pas lui-même? Bien, M. Lacroix, c'est pour ça que, premièrement, notre préférence, c'est que c'est une responsabilité fédérale, puis c'est à eux de l'exercer. L'exemple que le premier ministre a pris de dire que des appels robots où les gens peuvent répondre oui ou non au téléphone tout en n'étant pas à la maison, je pense qu'on se rend bien compte que c'est pas acceptable. Donc, pour nous, c'est la première chose, c'est d'augmenter la responsabilité, d'augmenter les mesures parce que c'est la responsabilité du fédéral. Maintenant, on sait que si jamais ça fonctionne pas, puis c'est pour ça qu'il y a une demande officielle, moi je l'ai discuté en plus avec les ministères, avec les différents ministres de la Santé dans le cadre d'une conférence fédérale provinciale vendredi dernier. Donc, on l'a demandé par tous les paliers qu'on peut le faire. Et si jamais ça fonctionne pas, bien, on est en train de discuter avec la vice-première ministre puis la ministre responsable de la sécurité publique de dire quelle pourrait être la collaboration, quels seraient les coûts que le Québec encourrait de travailler avec la Sûreté du Québec en collaboration avec la GRC. On va trouver des façons, mais c'est très important pour nous parce que la loi de la quarantaine, c'est une loi fédérale. Et lorsqu'on veut donner des pénalités, il faut passer par la loi fédérale pour donner des amendes qui sont très sévères. Donc, c'est pour ça que notre préférence, c'est que ce soit le fédéral qui l'opère. Mais si on est obligé de le faire, on va trouver une façon de le faire parce qu'on ne peut pas laisser l'impact, surtout, et on le répète, la raison pour laquelle c'est important en ce moment, c'est les nouveaux variants. Il n'y a pas uniquement la contagion normale, mais ces nouveaux variants-là qui sont arrivés depuis quelques semaines nous inquiètent beaucoup, puis il faut procéder, il faut agir. Ma deuxième question, s'adresse à vous, M. Legault. Madame Massé de Québec solidaire propose d'utiliser les ressources qui sont disponibles en ce moment dans les cliniques privées, entre autres d'esthétique, pour pouvoir soit les affecter au système de santé, essayer d'alléger la tâche des gens, ou peut-être même utiliser ces équipements-là pour, en fait, contrer un peu le délestage qu'on peut avoir dans certains centres hospitaliers en termes de chirurgie, etc. Est-ce que c'est possible de faire ça techniquement? Est-ce que c'est faisable d'intégrer, si on veut, le système privé au système public? Bien, premièrement, M. Lacroix, je vous dirais deux choses. La première, c'est que on a déjà commencé, depuis particulièrement dans la deuxième vague, là, grâce au travail du Dr. O'Patterney et de toute l'équipe, on est rendu maintenant avec plus de 22 ententes qui sont avec les cliniques privées. Grâce à ces 22 ententes-là, puis des cliniques privées, c'est beaucoup plus large que uniquement des cliniques d'esthétique, parce que souvent, des cliniques privées ont plus qu'un type de service professionnel. Mais depuis qu'on a signé ces 22 ententes-là, il y a plus de 16 000 chirurgies qui ont été faites dans le privé, qui nous ont permis de quand même maintenir les délais d'attente à des niveaux qu'on trouve pas acceptables, mais au moins on a baissé de 16 000. Donc, ma première réponse, c'est de vous dire on le fait déjà avec des cliniques privées. Bon, maintenant, lorsqu'on arrive avec des services beaucoup plus pointus, comme par exemple les services esthétiques dont vous parlez, bien, c'est sûr que le personnel, les professionnels, les médecins, le personnel infirmier est beaucoup plus spécialisé. Ça fait qu'on a commencé à avoir des discussions avec eux parce que c'est souvent des cliniques. Je dis souvent, c'est des cliniques avec qui on fait déjà affaire pour les contrats privés dont j'ai parlé. Mais je vous dirais qu'en même temps, on n'est pas encore rendu là d'avoir à nécessairement avoir besoin de ces gens-là. Donc, c'est des discussions qu'on commence. Et si au besoin, on a besoin d'aller plus loin, on va le faire. Mais pour le moment, on continue d'avoir des discussions avec les cliniques privées parce qu'on a déjà des relations avec eux. On va essayer de pousser plus loin pour avoir accès au personnel dans la mesure où on peut le faire, puis c'est quand même une liberté des gens de travailler où ils veulent travailler. Geneviève Lajoie, du Journal de Montréal. Bonjour, m'entendez-vous? Oui. Je vais enchaîner, moi aussi, sur le renfort dans les hôpitaux, M. Dubé. On sait que le Québec pourra avoir à faire des choix déchirants pour le traitement des malades dans les unités de soins intensifs, mais avant de devoir faire ces choix difficiles,
Est-ce que du renfort dans les hôpitaux peut encore être envisagé pour éviter qu'on doive se rendre là, comme recourir à des ambulanciers, par exemple, pour venir en renfort, transférer des médecins et des infirmiers de certaines régions dans les régions plus chaudes, puis même peut-être aussi recourir aux professionnels de la santé de l'armée? Bien, écoutez, j'ai probablement la meilleure personne à côté de moi pour répondre à ces questions-là, puis au besoin, je compléterai, mais Dr. O'Patterney, voulez-vous prendre ça? Alors, vous avez tout à fait raison que entre où sommes-nous maintenant, puis un protocole de triage, il y a quand même du travail qui est fait de façon très active et intense avec le réseau pour pas y arriver. Alors, qu'est-ce qui est en train d'être fait? Il y a plus que, par exemple, dans la grande région de Montréal, plus que 1000 lits dans les soins aigus fermés avec les règles de PCI, manque de RH, etc. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de faire avec le réseau? C'est de réouvrir ces lits fermés. Comment? De réorienter les infirmières qui ont été antérieurement dans les salles de chirurgie, de re-regarder la pertinence de ce que les infirmières font en ce moment avec leurs patients, de voir est-ce qu'on peut avoir plus de patients par infirmière et de le faire de façon sécuritaire. De voir comment élargir la pratique des médecins pour venir à l'aide des infirmières. Encore une fois, pour voir comment enlever de fardeau des infirmières, puis soigner plus de patients. Alors, il y a beaucoup de types comme ça. Puis vous avez aussi mentionné les ambulanciers. On est en train de regarder aussi comment ils peuvent venir à l'aide du réseau. Alors, ces éléments-là sont vraiment de voir comment est-ce qu'on peut réouvrir des lits pour donner plus de soins à plus de patients. Peut-être sur la vaccination, j'imagine que ça va être M. Dubé. On vient d'apprendre qu'il n'y aura pas de dose de vaccin Pfizer la semaine prochaine. Comment expliquer que devant la pression des pays de l'Union européenne, Pfizer a accepté de revenir au calendrier de livraison initial dès le 25 janvier, alors qu'au Canada, les retards vont se poursuivre pendant 4 semaines? Bien, je pense qu'il faudrait le demander à Pfizer ou au fédéral, parce que nous, vous savez qu'on est au bout de la logistique. On prend les vaccins qui nous sont offerts. Malheureusement, on aimerait avoir plus notre mot à dire dans ça, mais c'est notre réalité. Je pense que notre réalité à nous, et M. Paré l'a bien expliqué au cours des derniers jours, aussitôt qu'on l'a su, on a refait notre calendrier de vaccination. Je pense qu'on est capable là, en ce moment de bien jouer l'objectif qu'on s'était donné de 250 000 personnes vaccinées à partir du 8 février. M. Paré a annoncé ce matin là, qu'on était capable de viser toujours 225 000 parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on avait un peu de marge de manœuvre dans les prévisions qu'on avait faites il y a plus qu'un mois. M. Paré a démontré dans les derniers jours, dernières semaines, qu'on pouvait être très efficace entre le temps qu'on les reçoit puis le temps qu'on les livre. Alors, même si on s'est fait baisser de plus de 80 000, il a juste revisé son objectif de 25 000, ce qui est quand même très bon. Donc, écoutez, on est à l'autre bout de la chaîne, mais c'est sûr que si vous me dites, j'aimerais ça que je vais vous répéter ce que je vous ai déjà dit, emmenez-en des vaccins, on est capable de les faire, mais en ce moment, on est un peu dépendant de ce que le fédéral a négocié avec les fabricants. Olivier Bossé, Le Soleil. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui. Parfait. On a vu un sondage qui montrait que 75% des Québécois étaient d'accord avec le couvre-feu, mais dans la tranche des 18-34 ans, c'était que 55%. Je demandais votre réaction à ça. Bien, écoutez, en termes de sondage, là, je suis pas l'expert. Est-ce que c'est plus difficile pour les enfants, pour les ados, pour cette catégorie d'âge-là? Moi, je peux vous dire que j'en ai un là, qui est en train de sortir de l'adolescence et qui est rendu un jeune adulte. Puis je le sais que c'est pas facile. Je pense qu'on vit tous dans nos familles, dans nos proches. Je pense que nos enfants, nos proches ont fait, je vais vous dire, des efforts incroyables depuis des mois. Et c'est pour ça, je pense que je vous dis, moi, ma meilleure réponse, c'est celle que le premier ministre nous donne souvent.
C'est pour ça qu'on veut les retourner à l'école. C'est pour ça qu'on veut qu'il y ait un minimum de contact avec leur tissu social dans la mesure où on peut respecter les règles. Mais mon Dieu, qu'on a tous hâte d'être capable de revenir à ça. Mais est-ce que c'est eux autres qui trouvent ça le plus difficile quand ils ne voient pas leurs amis? La réponse, c'est oui. Puis c'est à nous de s'assurer que ce qu'on fait en ce moment comme mesure, puis je le répète là, merci aux Québécois d'avoir fait ce que vous avez fait dans les dernières semaines parce qu'on voit que c'est payant. On le voit que c'est payant dans nos cas. Alors, j'espère que tout le monde va pouvoir en profiter le plus rapidement possible. Mon autre question était peut-être plus pour M. Legault. Vous parlez des voyages internationaux. Est-ce que, pour vous, c'est assez important que vous êtes en train de réfléchir à dire qu'on pourrait annuler la semaine de relâche scolaire? Comme ça, on va s'assurer de limiter ce genre de déplacement. Bon. Il y a deux choses concernant la semaine de relâche. Il y a, est-ce que les enfants doivent être à la maison, puis les enseignants se reposer, dans certains cas, faire certains travaux, là, mais être à la maison aussi pendant la semaine de relâche? Ça, c'est la première question. Puis la réponse qu'on donne actuellement, c'est oui. Je pense qu'on devrait avoir une semaine de relâche. Je pense que c'est bon que tout le monde se repose un peu pendant une semaine. Mais il y a une deuxième question. Est-ce qu'on permet que les gens aillent dans les tout inclus à Punta Cana pendant cette semaine-là? Là, c'est là que la réponse, c'est non. Puis c'est pour ça, entre autres, que je demande à M. Trudeau de trouver une façon de les interdire. Donc, je pense qu'il y a deux questions là, dans votre question. Est-ce qu'on garde la semaine de relâche? Les gens, bon, de toute façon, ça serait bon pour la contagion que les gens restent à la maison pendant une semaine, mais est-ce qu'on doit permettre qu'ils aillent à l'étranger en vacances? Là, on a un gros problème de ce côté-là. Stéphanie Marin de la Presse canadienne. Oui, bonjour à tous. Bonjour. J'aimerais revenir sur la question des mesures aux aéroports. Outre la question constitutionnelle, la question de juridiction provinciale, fédérale, vous aviez dit que vous aimeriez le faire vous-même. Si vous pouviez le faire vous-même, qu'est-ce que vous feriez de différent comme mesure? Des inspecteurs, par exemple, pour aller voir les gens qui reviennent de vacances s'ils sont bel et bien à la maison? On peut commencer. Bien, écoutez, d'abord, ce que j'ai dit, c'est que je voudrais qu'il y ait un meilleur suivi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, s'assurer que le test a été négatif avant le départ à destination. Deuxièmement, s'assurer, si possible, qu'il y ait un autre test qui soit fait à l'arrivée, puis un autre test une semaine après l'arrivée. Après ça, s'assurer que les personnes qui sont supposées être en quarantaine, qu'il y a quelqu'un même qui aille voir à la maison si effectivement la quarantaine est respectée. Donc, ça, c'est le travail que je souhaiterais que ce soit fait. C'est sûr que je préférerais que ce soit le gouvernement fédéral qui fasse tout ça, parce que nous, on a notre monde qui font de la vaccination, des tests, du traçage, qui travaillent dans les hôpitaux. Donc, j'aimerais mieux que ce soit une équipe du gouvernement fédéral. Mais actuellement, étant donné qu'on n'est pas satisfait du travail qui est fait dans les aéroports, j'ai demandé, entre autres, à Geneviève Guilbeault de préparer un plan pour qu'on aille faire une partie du travail à la place du gouvernement fédéral, tout en respectant nos champs de compétences. Merci. Et par rapport aux 3 variants du coronavirus qui ont été évoqués lors de la conférence de presse, est-ce qu'il y en a des cas qui ont déjà été repérés au Québec? Et si oui, est-ce que les tests que l'on a fonctionnent pour ces variants? Oui, tout à fait. On a déjà détecté, on est rendu à 5 cas de la souche UK d'Angleterre. Il faut comprendre que c'était, dans un premier cas, c'était une personne qui revenait de là-bas, qui a, dans le contexte de ses contacts familiaux, là, pas à l'extérieur de contact parce qu'elle s'est isolée, transmis la maladie à d'autres personnes dans sa famille.
Et là, on a un autre cas qui est arrivé hier, là, qu'on est en train d'investiguer pour voir. Jusqu'à maintenant, on n'a pas vu un profil de transmission important, d'où l'importance, à mon avis, de faire des dépistages sur les différentes souches qui sont là de façon aléatoire, mais aussi à partir pour les personnes qui reviennent des autres pays où il pourrait y avoir de la circulation. On va passer à Véronique Prince, Radio-Canada. Bonjour, j'aimerais savoir comment allez-vous augmenter la présence sur les campus des universités et des cégeps, puisque c'est un souhait que vous avez exprimé en fin de semaine, M. Legault. Bien, ça fait partie de discussions intensives avec la santé publique. C'est certain, quand je parlais tantôt des écoles, c'est que ça dépend toujours de la marge de manœuvre qu'on a. En ouvrant les écoles primaires, puis maintenant les écoles secondaires, il va y avoir de la propagation du virus. C'est pas idéal, mais on considère qu'on est capable de le prendre puis qu'on doit le prendre quand on considère l'importance que ces enfants-là soient à l'école. Bon, quand on arrive au cégep, à l'université, c'est un peu la même chose, là. Bon, moi, je suis partisan que les jeunes du cégep et l'université aillent au moins une fois par semaine au cégep ou à l'université pour voir du monde. Je pense qu'il est temps qu'ils voient du monde après 11 mois. Évidemment, ça veut dire qu'il y aurait un peu plus de propagation du virus. Là. Évidemment, on regarde avec la santé publique pour dire, on peut-tu utiliser les amphithéâtres, on peut-tu utiliser les salles plus grandes, on peut-tu s'assurer qu'il y ait 1,5 mètre entre les étudiants, etc., etc. Mais malgré tout ça, on sait que l'être humain étant un être social, qu'il y a des jeunes avant, après le cours, qui vont peut-être être plus proches qu'1,5 mètre, puis qu'il va y avoir un peu de propagation. Donc, évidemment, quand je parle avec la santé publique nous dit on aimerait mieux attendre quelques semaines, mettons jusqu'au 8 février, avant de penser à ça. Mais j'ai très hâte. Mais je ne veux pas le faire sans l'accord de la santé publique. Mon autre question concerne les masques au secondaire, les masques de procédure qui sont distribués. Il y en a qui sont trop grands, en fait, pour les visages des jeunes. Est-ce que vous êtes en train de vous pencher là-dessus? Est-ce que c'est efficace si on a un masque qui n'est pas de la bonne grandeur? Puis comment le gouvernement compte régler cette situation-là? Regardez, moi, là, qui n'est pas le gars le plus habile avec mes mains, là, mon masque, il était un peu grand, là, donc j'ai fait des petits nœuds pour qu'il soit un peu plus serré. Ça, c'est une première façon de travailler. C'est sûr que le masque, il peut ouvrir un petit peu sur les côtés puis en bas, mais bon, je pense pas que ça soit dramatique. Puis, juste faire des petits nœuds, là, il y a moyen de faire des nœuds pour les cordons pour que ça soit un petit peu plus serré. Je suis correct? Ou... Oui. Je pense que c'est une alternative, mais actuellement, on regarde la question d'avoir éventuellement des masques plus petits. Pour certains. Mais on me parle d'un délai de livraison de 6 semaines. C'est ça. C'est pas pour demain matin, mais je veux juste vous dire qu'effectivement, quand on resserre un peu le masque, effectivement, ça devrait être adéquat. Il existe des vidéos là-dessus. On s'organisera peut-être pour s'assurer que les parents puissent le voir. Vous savez, ça peut être aussi vrai pour des adultes. Hein, combien de personnes aussi, je vois des gens actuellement qui se remontent le masque aussi quelque part. L'ajustement du masque est toujours un peu difficile selon le visage. C'est pour ça qu'il faut prendre différents types de moyens. On va passer à François Carabin, Journal Métro. Oui, bonjour, messieurs, vous m'entendez bien? Oui. Monsieur Legault, j'aimerais revenir sur la mort de Raphaël André, si vous me le permettez. On est face à une situation où un homme semblait ne pas avoir trouvé de refuge pour dormir cette nuit-là. La semaine dernière, votre ministre délégué à la Santé, Lionel Carman, nous a indiqué qu'il pouvait être difficile pour certains itinérants de trouver un refuge pour plusieurs raisons, notamment peuvent être intoxiqués, peuvent avoir des problèmes de santé mentale aussi, on peut leur refuser l'entrée. Dans ce contexte-là, est-ce que vous êtes toujours d'accord avec les affirmations que vous avez faites la semaine dernière, selon lesquelles il y a suffisamment de places en refuge pour les personnes itinérantes à Montréal? Bon, regardez, quand j'ai répondu à cette question-là,
on disait à l'époque qu'on estimait à Montréal à peu près à 680 le nombre d'itinérants qui n'avaient pas de place. On a ouvert 800 places. C'est possible, dépendamment des quartiers, dépendamment. Puis on a ouvert aussi dans d'autres grandes villes au Québec. Lionel Carman, le ministre Lionel Carman, suit ça très proche. Et puis au fur et à mesure qu'on va voir qu'il manque de place, on va ajouter des places. Donc l'idée, là, c'est pas de dire que tout est parfait pour toujours, mais on va en ajouter. Je pense qu'on a déjà, comme je vous dis, ajouté 800 à Montréal dernièrement, et on va en ajouter au fur et à mesure. Puis évidemment, on va avoir une enquête, puis on va voir qu'est-ce qui est arrivé. Comme je disais tantôt, dans le cas de l'itinérant, malheureusement, qui est décédé, puis c'est tellement triste, l'endroit où il y avait un hébergement pas loin était fermé parce qu'il y avait une éclosion COVID. Là. Donc, peut-être une situation exceptionnelle, mais j'ai pas toute l'information. Je veux toute l'information, mais au fur et à mesure qu'on va voir qu'il manque de places d'hébergement, on va en ajouter. Et puis, merci. Qu'est-ce que vous avez à répondre à la mairesse Valérie Plante qui nous a dit plus tôt en point de presse qu'elle espère qu'elle n'aura pas à aller contre le décret? Bien, c'est que moi, je fais confiance au SPVM, je fais confiance aux policiers. Jusqu'à présent, ils ont très bien géré le dossier. Puis les policiers ne sont pas là pour donner des contraventions aux itinérants, sont là pour les diriger vers les refuges. Mais ce qu'on m'a répondu, c'est que si on modifiait le décret, il y aurait un risque que des personnes utilisent ce prétexte-là pour se promener sur la rue après 20 heures. Puis on le voit actuellement, ça semble donner des bons résultats, le couvre-feu à 8 heures. Avant de passer en anglais, on va terminer les questions en français avec Mylène Crête, Le Devoir. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, concernant la vaccination, vous avez modifié le calendrier, là, étant donné qu'on a moins de doses que prévu. Vous étiez donné pour objectif au départ de vacciner 250 000 personnes d'ici le 8 février, qui était la date de fin du couvre-feu. Est-ce que ça va modifier justement la date de fin du couvre-feu, le fait qu'on ait moins de doses? Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de lien direct. C'est sûr que plus on vaccine, plus on va se retrouver dans une meilleure position. Mais déjà, d'avoir été capable d'avoir un petit peu plus maintenant que 80% de nos CHSLD, je peux vous dire que c'est tout un accomplissement de pouvoir l'avoir fait des conditions souvent difficiles avec la logistique de Pfizer. Non, notre objectif là, de vacciner, c'est une chose, puis les conditions qui sont liées au couvre-feu, c'est une deuxième chose. Et je pense que dans les prochaines semaines, là, même si, je le répète, on n'aime pas ce qui est arrivé à la revision de Pfizer, on est quand même capable, si tout va bien, puis on n'a pas d'autres mauvaises nouvelles, d'être capable d'être très, très proche de notre objectif à 225 000. Puis moi, je me fie beaucoup à l'équipe de Daniel Paré d'être capable de livrer la marchandise là, dans les prochaines semaines. Concernant le variant britannique là, du coronavirus, est-ce que les nouveaux cas qui ont été détectés sont associés au premier cas qui avait été annoncé, là, si ma mémoire est bonne, c'était pendant le temps des fêtes? Effectivement, ces 4 cas-là, il y avait eu 4 cas associés à ça, puis il y en aura un nouveau dont je vais obtenir les informations cliniques parce que ça vient d'arriver. On m'informe en temps réel de la chose, mais il faut prendre le temps de faire l'enquête pour obtenir de l'information. On va passer aux questions en anglais. We'll start with CGAD. Bonjour, c'est pour Monsieur Legault. You mentioned it a bit in French about non-essential flights, and I know. Il est question des vols non essentiels. Vous en parlez avec Ottawa pour que vous puissiez voir ce que le Québec peut faire si jamais le fédéral ne pouvait ou ne voulait interdire les vols. Est-ce que la quarantaine obligatoire en milieu hôtelier est une possibilité que vous envisagez? Réponse. Avant tout, ma demande aujourd'hui, c'est d'arrêter les vols non essentiels, ceux en provenance de l'extérieur du Canada. Donc ça, c'est la première demande. Entre-temps,
Nous demandons un meilleur suivi des gens en quarantaine. Ça peut être à la maison, ça peut être à l'hôtel, mais l'important, c'est que ce soit respecté. Donc, il faut avoir du personnel prêt à faire des tournées, voir si les gens sont vraiment à la maison, vraiment à l'hôtel. Question. Mais pourquoi ne pas aller au-delà et rendre ces restrictions uniques au Québec? Par exemple, la quarantaine à l'hôtel. Réponse. C'est parce que je crois que ça tombe sous juridiction fédérale. C'est une loi fédérale qui régit les déplacements internationaux. J'ai demandé à Geneviève Guilbeault de voir si nous pouvons prendre des mesures aéroportuaires au Québec si jamais nous n'avons pas obtenu une réponse satisfaisante d'Ottawa. Question. Hello. Allô. Bonjour. Monsieur Legault. Donc, on se dirige samedi vers la deuxième semaine de ces nouvelles mesures avec le couvre-feu. C'est pas facile pour personne. Vous avez remercié les gens qui se conforment, mais c'est long et c'est difficile. Moi, je me demande, est-ce que le 8 février, c'est ferme? Est-ce qu'on va pouvoir lever les restrictions? Ou est-ce qu'il y a des mesures qui pourraient être prolongées ou au contraire lever le couvre-feu plus tôt, le 8 février? À quel point est-ce ferme? Réponse. Ce que nous voyons depuis quelques jours, c'est que la tendance est bonne pour le nombre d'infections. C'est donc stable pour le nombre d'hospitalisations. Donc, il faut décroître le nombre d'hospitalisations avant d'alléger les mesures restrictives. Donc, nous verrons comment ça va se passer. Mais le plus important, c'est de voir ce qui va se passer dans les hôpitaux. Maintenant, c'est 1500, c'est trop élevé. J'ose espérer que d'ici quelques semaines, nous verrons une diminution. Mais on peut répondre à votre question sans cela. Question. Les fermetures d'écoles est encore controversées. Nous savons que beaucoup de parents et d'enseignants, les médecins aussi, sont préoccupés par le nombre de cas qui peut augmenter. Mais vous dites qu'il y a d'autres raisons pour garder les enfants à l'école. Mais pour le secondaire, pourquoi ne pas envisager l'enseignement à distance pour ceux qui le veulent? Ceux qui veulent aller en classe, qu'ils y aillent, et les autres peuvent rester à la maison, comme c'est le cas dans toute province. L'enseignement en ligne n'est pas aussi bon, même pour les gens au secondaire, même pour les jeunes du secondaire. Je pense que c'est une question de motivation, mais aussi de voir vos amis, de maintenir un niveau d'attention. Donc, je pense que la plupart des spécialistes vont dire que c'est de loin mieux d'être en classe, en présentiel. Deuxième chose, les risques sont très faibles pour les enfants, même au secondaire. Même au début de la pandémie, depuis mars donc, on a eu un décès en tout pour les gens de moins de 20 ans. Là où il faut être prudent, c'est de s'assurer que ces jeunes-là, qu'ils ne rencontrent pas des gens plus âgés, même de façon indirecte. S'ils rencontrent leurs parents et le parent va rencontrer les grands-parents, ça, c'est dangereux. Voilà où est le risque. Mais il est tellement important pour ces enfants que nous sommes prêts à avoir une augmentation du nombre de cas en maintenant les écoles ouvertes, parce qu'il y a plus de désavantages dans la fermeture des écoles que le contraire. Question. Can you hear us, Cathy? Yeah, can you hear me? Yeah, perfect. All right, good. Good afternoon to all of you. Bonjour à vous tous. I
have a question for you. J'ai une question pour vous, Monsieur Legault. Quant à votre demande au Premier ministre Justin Trudeau, vous évoquez les déplacements non essentiels. Mais M. Trudeau a dit aujourd'hui même, lors de sa conférence de presse, qu'il n'est pas prêt à interdire les déplacements non essentiels parce que c'est protégé dans la Constitution canadienne, c'est un droit. Donc, même si vous voulez définir les voyages non essentiels, il faut quand même répondre à cette question avant tout. Réponse. Comment est-ce possible qu'on a pu le faire au printemps dernier? Deuxièmement, je pense que la situation est tellement critique qu'il nous faut faire une exception. Et de plus, nous pouvons choisir les différents pays. Justin se préoccupe quant aux États-Unis, mais que dire de tous les autres pays? Moi, je pense que, par exemple, des vacances à Punta Cana dans un tout inclus, avons-nous vraiment besoin d'avoir ces voyages maintenant? Je crois que non. Je pense que la situation justifie un interdit. On ne devrait pas accepter ce genre de voyage. Je pense qu'il est grand temps d'agir. Il nous faut nous rappeler que M. Trudeau a pris trop de temps au mois de mars dernier, il a pris tout près d'un an, après la relâche scolaire, avant de fermer les frontières. Et on a eu un impact vraiment délétère au Québec. Donc, j'aimerais vraiment éviter de répéter la même erreur. Question. Parlons du déploiement vaccinal. Nous entendons beaucoup parler de la nécessité d'exercer une pression politique. À midi, le fédéral a confirmé que Pfizer ne va pas envoyer de doses au Canada la semaine prochaine. Le premier ministre ontarien, Doug Ford, vient de demander l'aide de Biden pour obtenir plus de doses au Canada. Que dites-vous? On n'a pas de doses la semaine prochaine. Cela va changer votre calendrier d'inoculation, n'est-ce pas? Réponse. Pour l'instant, je n'y étais pas quand M. Trudeau a négocié avec Pfizer, Moderna et les autres. Ce que je sais, avec mon expérience d'homme d'affaires, c'est que dans ce genre de contrat, ce qui est très important, ce sont les clauses de pénalité. Parce que normalement, si vous ne recevez pas les biens, vous ne payez pas le bien. Tout le monde est content. Dans ce scénario-ci, dans ce genre de transaction, ce n'est pas suffisant de dire « je ne vais pas payer ». Il faut avoir une sanction contractuelle si la date de livraison n'est pas respectée. Donc, avons-nous négocié ce genre de clause de pénalité dans les contrats? Je ne le sais pas. C'est pourquoi ces questions doivent trouver réponse auprès de M. Trudeau. Question. Bonjour. M'entendez-vous? Absolument. Merci. Deux questions pour vous, M. Legault. Premièrement, Madame la mairesse Plante a demandé à Québec de permettre une exemption pour les gens qui sont itinérants quand il est question du couvre-feu. Est-ce que vous l'envisagez? Et quelles sont les ressources que vous comptez déployer pour aider les itinérants à se réfugier la nuit? Réponse. Il y a quelques semaines, Madame Lionel Carman m'a dit que il nous manquait à l'époque 680 places. Donc, nous avons 800 places. Ce qui est arrivé il y a quelques heures, c'est que l'endroit qui est tout près des itinérants a été fermé à cause d'une éclosion. Je pense que ce que Mme Plante demande, c'est de changer le règlement. Ce que je dis, c'est que maintenant, les forces policières font un très bon travail. Ils se servent de leur jugement et si nous changeons la règle et nous disons qu'on ne peut pas émettre une contravention à quelqu'un qui dit être itinérant, vous aurez peut-être des gens qui vont faire semblant d'être itinérants.
Alors, moi, je pense que pour l'instant, le système fonctionne bien et je suis confiant dans le travail des policiers. Et je ne comprends pas pourquoi Mme Plante n'a pas confiance dans le service de police de la Ville de Montréal. Merci. Ma deuxième question, c'est sur les déplacements. Si le message, c'est aucune exception, et on l'a mentionné plusieurs fois, pourquoi faire une exception et permettre à un député de se rendre au Québec pour rencontrer son époux? Réponse. Yuri Chassin, le mari de Yuri a un problème avec l'immigration. Et Yuri pensait que c'était important de se rendre au Pérou pour l'aider. Il a reçu la permission de mon chef de cabinet avant d'y aller. Il n'y était pas pour le plaisir ou jouer dans le sable. Il était là pour aider son mari pour obtenir les documents nécessaires pour immigrer au Canada. Réponse. Donc ça, c'est essentiel selon vous? Réponse, oui. Raquel Fletcher from Global News. Question? Bonjour, ma première question, c'est sur les retards de vaccination. M'entendez-vous? Oui, absolument. Il y avait déjà des préoccupations avant ces délais que cela prenait beaucoup de temps pour déployer, recevoir les vaccins, surtout avec le délai quant à la deuxième dose. Cela a suscité des inquiétudes dans les milieux de santé. Maintenant qu'on comprend qu'il y a des délais, à quel point est-ce une source de préoccupation? À quel point devrions-nous être inquiets face à ces délais quant aux Québécois et aux Québécoises? Réponse. Je pense que c'est la raison pour laquelle nous avons fait une mise à jour le plus rapidement possible. Alors, ce qu'on a annoncé ce matin, c'est que nous avons révisé notre objectif de 250 000 personnes inoculées d'ici le 8 février à 225 000. C'est mineur quand vous le comprenez à la baisse 80 000 doses sur 3 semaines qui vont être reportées. Donc, à cet égard, je pense que les gens devraient être assurés. Premièrement, nous allons par catégorie ciblée démographique. Et maintenant, on a 80 %, voire plus, des résidents des CHSLD, plus de 100 000 de nos employés dans le système de la santé qui sont inoculés. Et je pense que nous allons très près de notre objectif, donc du 8 février, malgré les retards de livraison. Donc, si vous me demandez, est-ce que j'aime les délais? Bien sûr que non. Les retards de livraison? Bien sûr que non. Mais nous verrons dans les semaines qui viennent si nous pouvons encore nous conformer au plan initial malgré les ajustements. Et espérons que Pfizer, et c'est indépendant de notre volonté, pourra rattraper les retards en mars pour que nous puissions atteindre les doses prévues, à savoir 1,3 million de doses. Deuxième question, les services essentiels. Pourquoi certains services, tels que les fleuristes, perçus comme étant essentiels lors du couvre-feu et du confinement, quand ils ne l'étaient pas lors de la première vague? Et pourquoi c'est acceptable pour les magasins de vêtements de faire des ventes au trottoir, mais non pas les fleuristes? Réponse. Pour ce qui est des fleuristes, oui, les fleuristes. On a beaucoup discuté de cela pendant la première vague. Horacio, est-ce que tu voudrais commenter? Réponse. C'est clair que nous avons réévalué ce qui était essentiel, savez-vous, fondé sur l'épidémiologie. Et cela a fait l'objet de discussions entre nous. Alors, qu'est-ce qui est essentiel? Ça peut être différent entre les deux vagues. C'est aussi fondé sur l'épidémiologie et l'évaluation des risques des situations. Une dernière question.
Good afternoon. Bonjour. Oh, can you... Yeah, go ahead. Allez-y, monsieur. On l'a perdu. Are you still there? Sorry, there we go. Oui, voilà. I think my first question is for Dr. Ma première question pour le docteur Arruda. Je crois comprendre qu'on a vu 5 cas de la souche britannique au Québec. Parlez-nous de vos efforts visant à suivre la diffusion de cette souche et que faites-vous avec les autres souches ou les variants? Réponse. C'est clair que si les gens arrivent en provenance d'autres pays, il y aura des tests et ils devront être en quarantaine au Québec et avoir d'autres tests. S'ils arrivent de pays où il y a beaucoup de transmission communautaire, nous allons procéder à un dépistage génomique de concert avec Génome Québec. Un autre facteur, c'est que même au Québec ou d'ailleurs, on peut, quand vous faites le premier test de dépistage, il y a des anomalies qui peuvent survenir. Et ces situations seront suivies de très près pour qu'on procède au séquençage de ces virus. Et les laboratoires qui utilisent les tests de dépistage maintenant pourront procéder à du dépistage aléatoire pour voir s'il y a de nouvelles souches qui pourraient arriver au Canada ou ailleurs. Elles peuvent paraître naturellement, où que ce soit. Question. Vous avez dit que si Ottawa ne bloque pas les aéroports, vous êtes prêt à agir. Mais quant au retard de vaccins, est-ce que le Québec va commencer à agir de façon indépendante, acheter des vaccins au nom du Québec? Réponse. Je crois qu'il est trop tard maintenant, savez-vous, pour faire cela. Ce qui était important, comme je l'ai dit, ce sont les clauses qui ont été négociées au tout début avec les grandes pharmaceutiques, que ce soit Moderna, Pfizer ou d'autres. Pour l'instant, tous les pays veulent plus de doses, n'est-ce pas, de Pfizer. Hélas, je pense qu'il est trop tard pour faire cavalier seul. Très bien. Merci tout le monde. Beaucoup de choses dans cette conférence de presse du premier ministre Legault, la première depuis une semaine. Commençons par son message. Il souhaite que Ottawa interdise les vols internationaux non essentiels le plus rapidement possible. C'est pas le temps d'aller dans un tout inclus à Punta Cana ou à Cancun, dit le premier ministre. Il n'est pas satisfait par ailleurs des mesures prises par Ottawa pour s'assurer que les voyageurs qui reviennent au pays suivent bel et bien la quarantaine. Il souhaite plus de tests, de dépistage de la COVID à leur arrivée. Il souhaite aussi que les autorités aillent cogner à la porte des gens qui sont supposés être chez eux en quarantaine et il a demandé un plan à sa ministre de la Sécurité publique pour peut-être appliquer au Québec les mesures de façon plus sévère. Il est favorable au maintien de la semaine de relâche parce que les enseignants, les élèves doivent se reposer, mais attention, favorable, oui, pourvu que personne ne voyage à l'extérieur du Québec. Il faut donc, et on boucle la boucle ici, interdire les vols internationaux non essentiels. C'est pas le temps, dit-il, d'aller sur le bord de la piscine à Punta Cana. Il a répété ça. Le voyage de Yuri Chassin, son député, était un voyage essentiel au Pérou. Il ne sanctionnera pas donc son député. Et la vaccination, il aimerait bien voir les termes du contrat avec Pfizer. Mais les efforts des derniers jours commencent à payer, dit le premier ministre.